la cafetière rendait l'âme. Ariadne Whitlock le savait depuis 6 mois. Chaque matin, elle gémissait comme si elle avait mieux à faire, crachotant et crachotant avant de finalement céder une tasse à peu près correcte. Elle se disait toujours qu'elle allait la remplacer. Elle ne le faisait jamais. À ce stade, c'était comme une épreuve, même si elle n'aurait pas su dire laquelle. Debout au comptoir de la cuisine, vêtue de son vieux pyjama gris à l'ourlet effiloché qu'elle avait depuis avant le mariage, elle regardait la machine se débattre dans sa crise quotidienne. Dehors, les arroseurs automatiques de la rue Abrorn se mirent en marche. Les carillons d'une maison 3 maisons plus loin tintaient lentement, paresseusement, comme ils le faisaient les matins humides. Savannah en septembre était suffocante à sa manière. La chaleur était omniprésente. Elle planait sur tout. La maison était belle. Elle le savait. On le lui disait à chaque fois qu'on venait, si souvent qu'elle avait fini par ne plus y prêter attention. Une maison victorienne restaurée, à 2 pas de Forestside Park, avec ses planchers d'origine en pin des Landes, sa véranda enveloppante et ses hautes fenêtres qui laissaient entrer une lumière si abondante qu'elle en devenait presque agressive les jours ensoleillés. Tata l'avait acheté 7 ans avant elle, techniquement parlant, même s'il aimait présenter ce choix comme une décision commune. Une de ces nombreuses petites réécritures de l'histoire qu'elle avait cessé de corriger. Elle se versa un café, y ajoutant un trait de lait d'avoine que personne d'autre dans la maison ne buvait. La cuisine embaumait la bougie à la lavande qu'elle avait allumée la veille au soir pour tenter de se détendre. En vain. Elle était restée éveillée jusqu'à presque 2 heures du matin, allongée immobile dans le noir, tandis que le côté du lit de Thaddeus demeurait vide, écoutant la maison se tasser et craquer comme le font les vieilles maisons. Il était rentré peu après. Elle avait gardé une respiration régulière. Aucun des deux ne parlait. C'était ça, le mariage. Peut-être apprendre à partager le silence. Ou était-ce autre chose? Ariadne Celeste Whitlock, née Beaumal. 31 ans. Originaire d'une petite ville près de Monongahela. Le genre d'endroit qu'on quitte jeune et dont on parle vaguement par la suite, comme une petite blessure mal cicatrisée. Elle était arrivée à Savannah à 22 ans pour ses études supérieures, un master en beaux-arts qu'elle avait fini par quitter, pour finalement y rester, car la ville avait ce don de marquer les gens. Elle avait rencontré Thaddeus lors d'un vernissage sur John Street. Il avait alors 46 ans, sûr de lui comme le sont parfois les hommes aisés et imposants, comme si le monde s'était organisé spécialement pour eux. Elle avait trouvé cela magnétique. Elle avait 24 ans. C'était le propre de certaines attirances, elle paraissait parfaitement logique sur le moment. Elle s'acclimatait bien à la vie qu'ils avaient construite. Pas heureuse. Exactement. Elle avait cessé d'utiliser ce mot intérieurement vers la 3e année, mais elle s'en sortait bien. Elle savait recevoir. Elle savait quel restaurant Thaddeus appréciait pour les dîners d'affaires et lesquels il déplorait en rentrant. Elle savait sourire au bon moment et se taire à d'autres, ce qui était peut-être la compétence la plus importante. Elle était devenue efficace, comme on devient efficace pour n'importe quelle chose à force de la répéter. Ce à quoi elle ne s'était pas habituée, c'étaient les remarques. Ça avait commencé par des petites phrases. Avant, tu faisais plus d'efforts. Lancées sur le ton d'une observation raisonnable, comme s'il lui rendait service en le lui faisant remarquer. Et puis, les femmes ont une durée de vie limitée. Tu sais, c'est la biologie, dit-il avec une tristesse feinte, comme s'il détestait avoir à le lui annoncer. Elle avait 28 ans. Après ça, elle était restée longtemps debout dans la salle de bain principale de cette magnifique maison, à se regarder dans le miroir. Puis il y avait eu cette nuit où Beckett, son ami d'université, était venu, et Thaddeus avait ri, un rire si fort qu'elle l'avait entendu depuis la cuisine. Il avait dit, Aren est une hôtesse formidable. Elle se fond dans la pièce, comme un papier peint très agréable. Beckett l'avait regardée. Elle avait souri. Elle avait resservi du bourbon. Elle était douée pour beaucoup de choses. Les signes qu'elle s'était persuadée pendant des mois n'étaient rien. Les soirées tardives qui survenaient 1 ou 2 fois par mois et qui étaient discrètement devenues 3, 4, puis presque toute la semaine, le sac de sport apparut dans le coffre de sa voiture au printemps dernier. Ce qui était notable car Thaddeus n'avait pas mis les pieds dans une salle de sport depuis avant qu'elle ne le connaisse et s'était d'ailleurs régulièrement moqué des hommes qui portaient ce genre de parfum, la nouvelle eau de Cologne au cèdre et une autre, plus sombre, qu'elle ne reconnaissait pas. Apparue en juin et qu'il portait maintenant comme si de rien n'était. Probablement rien. C'était une femme à qui on avait répété suffisamment de fois que son instinct était exagéré, qu'elle avait commencé à y croire.
Ce qui l'avait vraiment marqué, ce qu'elle ne pouvait pas considérer comme une simple coïncidence, était plus insignifiant que tout cela. 3 semaines auparavant, Thaddeus avait reçu un appel pendant le dîner. Il s'était levé, avait marché jusqu'au fond de la salle à manger et s'était légèrement détourné d'elle. Elle débarrassait les tables, sans écouter aux portes, vaquant simplement à ses occupations. Et elle l'avait entendu dire d'une voix qu'il n'utilisait jamais avec elle, « Oui, je sais. Je vais, par d'ici bientôt. » Un silence, puis une voix plus douce. Comme si on parlait à quelque chose qu'on essayait de ne pas briser. « Tu me manques aussi. » Il était revenu à table et avait regardé son téléphone comme s'il consultait un courriel. Elle avait fini de débarrasser. Elle n'avait rien dit parce qu'elle ne savait pas encore ce qu'elle savait. Elle était toujours dans cette sorte de limbe où l'on a entendu quelque chose clairement et où l'on passe chaque jour depuis à essayer d'en trouver une version qui signifie autre chose. Et elle avait de plus en plus de mal à trouver cette version. Ce matin, il était levé avant elle. Inhabituel. Elle avait entendu l'eau couler dans la douche, puis le placard s'ouvrir et se fermer. Quand elle est descendue, il avait déjà enfilé sa veste, ses clés à la main, une demi-tasse de café posée sur le comptoir. « Il est tôt, avait-il dit. Sans poser de questions. « D'accord, avait-elle répondu. Il avait regardé son téléphone. « Ne m'attends pas ce soir. J'ai commandé le dîner pour les Brennan. » Gavin Brennan, promoteur immobilier. Ils tournaient autour d'un projet ensemble depuis des mois, si bien qu'Ariadne avait tellement entendu le nom qu'elle avait fini par ne plus y prêter attention. Devrais-je ? C'est un projet client, rien de plus. Il se dirigeait déjà vers la porte. Elle le suivit du regard, observant son dos, sa belle veste, celle grise anthracite qu'il avait fait faire sur mesure à Atlanta. Ses cheveux étaient différents, remarqua-t-elle. Il les avait coupés ces derniers jours sans rien dire. Thaddeus, il s'arrêta. « Tu sens bon ?» dit-elle d'un ton égal, comme si elle engageait la conversation. Il ne se retourna pas. « Merci. » Puis la porte s'ouvrit et la chaleur de septembre pénétra dans la pièce un instant. Puis la porte se referma et elle se retrouva seule dans la cuisine, avec la cafetière en fin de vie, le carillon des voisins et une légère odeur de cèdre et d'une autre, plus sombre, qui commençait déjà à s'estomper. Elle resta là un moment, prit sa tasse à moitié bue et la vida dans l'évier. À midi, elle avait terminé les courses qu'elle avait repoussées. Elle fit un saut au crochet d'Abercorn pour les articles en rupture de stock, au pressing de Drayton, puis s'arrêta dans cette petite épicerie de Breton qu'elle appréciait car personne de son entourage n'y allait jamais. Elle roulait fenêtre fermée et climatisation en marche, ce qui, à Savannah en septembre, était indispensable. La radio diffusait une chanson qu'elle n'écoutait pas. À un moment donné, elle l'éteignit et il n'y eut plus que le bruit de la route, le ronronnement de la climatisation à fond et le murmure de ses pensées. Elle n'était pas du genre à dramatiser. C'était ce qui la hantait. Elle n'était pas du genre à s'inventer des problèmes, à dramatiser ou à voir la trahison partout. Au contraire, elle savait se raisonner, cherchait l'explication rationnelle car les explications irrationnelles étaient épuisantes. Et les explications rationnelles commençaient à manquer. Elle s'arrêta à un feu rouge sur Montgomery. La conductrice de la voiture d'à côté chantait, la tête penchée, l'air totalement décomplexé. Ariadne l'observa un instant, ressentant quelque chose d'indéfinissable. Feu vert. Elle était rentrée à 2 heures. Elle rangea les courses avec une précision presque superflue, puis resta plantée au milieu de la cuisine, les mains indécises. La maison était silencieuse, hormis le bourdonnement constant du réfrigérateur. Elle se répétait qu'elle n'allait pas faire ça. Elle monta quand même. Elle se dit qu'elle allait juste prendre quelque chose dans le placard. Elle entra dans le placard, puis se retrouva près de sa commode, le regard fixé sur le tiroir du haut, fermé. Elle resta là un long moment. Son reflet la fixait dans le miroir de la porte du placard. Une femme en tenue de supermarché, debout dans sa propre chambre, comme si elle attendait la permission d'y être. Elle ouvrit le tiroir. Il n'y avait pas grand-chose. L'habituel. Une montre. Elle n'avait pas de baume à lèvres. Un ticket de caisse périmé, froissé dans un coin. Elle fouilla délicatement du bout des doigts. Sans trop savoir ce qu'elle cherchait. Elle n'était pas sûre de vouloir le trouver. Sous la montre, il y avait un morceau de papier plié. Une confirmation de réservation imprimée et pliée en 4, comme on glisse rapidement un bout de papier dans sa poche. Le Grey Hall.
Une table pour 2 samedi soir. Le Grey Hall était le restaurant le plus chic de Savannah. Elle y était allée une seule fois, pour leur 3e anniversaire. Le repas avait été extraordinaire. L'addition aussi. On n'emmenait pas ses clients au Grey Hall. On n'y emmenait pas ses relations d'affaires. On y emmenait quelqu'un qu'on voulait impressionner. Elle le relut 2 fois. Samedi soir, dans 3 jours. Elle le replia en 4 et le remit exactement là où elle l'avait trouvé, sous la montre. Elle ferma le tiroir. Elle resta là un instant. Le réfrigérateur bourdonna. Le carillon tinta dehors. Ses mains ne tremblaient pas. Elle le remarqua précisément. Elle redescendit. Elle s'assit à la table de la cuisine. Elle fixa le mur un moment. Puis elle prit son téléphone, ouvrit son navigateur et tapa le nom dans la barre de recherche. Le nom qu'elle avait, cela faisait des semaines qu'elle faisait semblant de ne rien savoir. Calista Monroe. Les résultats s'affichèrent. La mâchoire serrée, elle posa son téléphone face contre table et resta assise dans le silence. Dehors, une voiture descendit lentement à Brown. Un peu plus loin, une porte moustiquaire claqua. Elle ne dormit pas bien les 2 nuits suivantes. Pas une insomnie aiguë. Pas à rester allongée à fixer le plafond, le cœur battant la chamade, juste une insomnie légère. Celle où l'on s'assoupit et où l'on se réveille à 3 heures du matin sans raison apparente, et où l'on reste là à écouter sa propre respiration jusqu'au chant des oiseaux, puis il fait presque jour et on se demande si l'on a vraiment dormi. Les 2 nuits, elle s'était levée, avait tâtonné dans le noir en bas et s'était assise à la table de la cuisine avec un verre d'eau, sans rien faire de particulier, juste assise. Thaddeus dormait profondément. Elle l'entendait depuis le couloir. Cela l'inquiétait plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle avait passé 11 minutes à chercher Calista Monroe avant de se résoudre à poser son téléphone. La femme était présente en ligne, pas énormément, mais avec soin. Principalement sur Instagram. Un profil LinkedIn la présentait comme directrice artistique dans une agence événementielle à Savannah, et Ariadne avait passé trop de temps à chercher des informations à son sujet avant de se rendre compte de son erreur. 29 ans, âge qu'elle avait déduit d'une publication d'anniversaire où quelqu'un l'avait taguée. Brune, douée pour les angles, le genre de personne qui savait prendre une photo qui disait « Je ne fais pas d'effort » alors que c'était clairement très intentionnel. Une photo en particulier l'interpella, une table à dîner, des bougies, un verre de vin à peine visible dans le coin du cadre, Calista regardant légèrement ailleurs, riant de quelque chose hors champ, et à son poignet, un bracelet, une fine chaîne en or avec un petit fermoir rectangulaire. Ariadne avait un bracelet comme celui-ci, presque identique. Thaddeus le lui avait offert 2 ans auparavant, pour un anniversaire qu'elle avait oublié. Elle avait supposé que c'était son assistant qui l'avait choisi. Maintenant, elle se demandait s'il l'avait choisi lui-même et pour qui. Elle ferma l'application, la rouvrit 20 minutes plus tard, puis la referma. Ce soir-là, elle prépara le dîner machinalement. Des pâtes, rien de compliqué, et mangea seule car Thaddeus lui avait envoyé un SMS à 19 h pour dire que la réunion avec Brennan s'éternisait. Elle lut le message 2 fois, puis posa son téléphone. Elle mangea debout au comptoir, chose qu'elle s'était juré d'arrêter de faire. Les pâtes étaient légèrement trop cuites. Elle les termina quand même. Jeudi matin, avant qu'il ne se lève, elle se glissa dans son bureau. Elle n'y allait presque jamais. Thaddeus avait clairement fait comprendre, sans le dire explicitement, que c'était son espace, et elle avait respecté cela, comme elle respectait beaucoup de choses, discrètement, sans se soucier des conséquences. Le bureau était rangé comme il rangeait tout, méthodiquement, avec une précision qui tenait plus à l'apparence qu'à la fonctionnalité. Elle n'y toucha pas. Ce qu'elle regarda, c'était la petite poubelle à côté, encore pleine car le service de ménage ne passerait que lundi. Un ticket de caisse froissé de Burrs, le café de Liberty Street. 8h47 un mardi, 2 semaines auparavant, 2 boissons. Elle le regarda un instant, puis le remit en place. Un morceau de papier plié, arraché d'un bloc-notes. Elle l'ouvrit. Juste des chiffres. On aurait dit des mesures. Sans doute quelque chose en rapport avec un projet. Rien en dessous. Une enveloppe ouverte. L'adresse de l'expéditeur était celle d'un hôtel de Charleston. Elle en sortit le papier. Une confirmation de réservation. Une nuit, 6 semaines auparavant, un jeudi, une chambre. Le nom dessus était Thaddeus Whitlock.
Il lui avait dit ce jeudi-là qu'il était à Augusta pour une visite de chantier. Elle s'en souvenait car elle lui avait demandé à quelle heure il rentrerait, et il avait répondu tard, ne m'attends pas. Elle avait regardé la télévision seule, s'était endormie sur le canapé et s'était réveillée à son arrivée peu après minuit. Elle avait pensé qu'il avait l'air fatigué. Elle avait trouvé le trajet long. Charleston était à 90 minutes de Savannah. Augusta, à 2 minutes et demie. Elle remit la confirmation dans l'enveloppe, puis celle-ci à la poubelle, à peu près au même endroit. Elle se leva et referma la porte du bureau derrière elle, exactement comme elle l'avait trouvé dans le couloir. Elle s'appuya contre le mur et fixa le plafond un instant. Elle avait la gorge serrée. Pas à cause des larmes. Elle ne pleurait pas. C'était cette sensation particulière qu'on ressent quand le corps veut faire quelque chose que le cerveau n'a pas encore autorisé. Elle descendit, remplit un verre d'eau et le but d'un trait au lavabo, puis posa délicatement le verre sur le comptoir. Ensuite, elle appela Adley Burke. Elle avait son numéro depuis presque un an, une femme, lors d'un vernissage, le lui avait donné. Elle avait décrit Adley comme la personne à qui l'on s'adresse quand la situation devient désespérée. Elle l'avait enregistré sous le nom de HBK sans se demander pourquoi. En fait, elle le savait depuis le début. Elle n'était tout simplement pas prête à le dire. Adley décrocha à la 3e sonnerie. Professionnelle, rapide, la voix la froideur de quelqu'un qui avait entendu de nombreuses versions de cet appel. Elles parlèrent pendant 20 minutes. Adley posa des questions claires. Ariadne y répondit clairement. À la fin, elles fixèrent un rendez-vous pour l'après-midi même. Au bureau d'Adley, rue Barnard, à 14 heures. Ariadne raccrocha et resta dans la cuisine. La cafetière émit son dernier jet de café de la matinée. Elle appela ensuite Ri. Rhys Callahan était sa plus proche amie depuis la fac. Elles s'étaient rencontrées lors d'un atelier où elles avaient toutes deux écrit de piètres nouvelles et s'étaient liées d'amitié grâce à cette humiliation particulière. Ri avait poursuivi ses études en création littéraire et enseignait maintenant la composition à Sked, un poste qu'elle décrivait comme une lente érosion spirituelle et qu'elle adorait visiblement. C'était le genre de personne qui disait exactement ce qu'elle pensait, ce qu'Ariadne avait toujours apprécié et parfois redouté. D'accord, dit Ri après qu'Ariadne eut tout exposé, le parfum, les nuits blanches, la réservation, le bracelet, la photo, la confirmation de l'hôtel, tout. Je ne vais pas te dire que tu imagines des choses parce que je ne le crois pas. Ce ne serait pas rassurant. Ce n'est pas censé l'être. Il faut être honnête. Un silence. Ariadne l'entendit se réajuster sur sa chaise. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai rendez-vous avec un avocat cet après-midi. Un silence, puis, d'accord, c'est bien. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un avant d'y aller et de concrétiser tout ça. Je comprends. La voix de Rhys était plus basse maintenant. Ça va ? Ariadne regarda le mur de la cuisine. La couleur de la peinture était un blanche auquel avait choisi elle-même il y a 3 ans dans un nuancier qu'elle avait passé 2 week-ends à parcourir. Elle l'avait trouvée parfaite à l'époque. Je ne sais pas encore, dit-elle. Je t'appelle après. Le rendez-vous avec Adley Burke dura 90 minutes. Le bureau d'Adley se trouvait au 2e étage d'un immeuble de la rue Barnard, au-dessus d'un atelier d'encadrement qui sentait la sciure de bois. Le bureau en lui-même était sans charme particulier. Une bonne chaise, des tableaux sans intérêt au mur, un bureau encombré du chaos organisé d'une personne très occupée et très compétente. Adley, la cinquantaine, portait des lunettes de lecture qu'elle mettait et enlevait de temps à autre, et sa franchise, dans les circonstances, était étonnamment réconfortante pour Ariadne. Elle expliqua tout à Ariadne, les lois de Géorgie sur le partage équitable des biens, ce que cette année de mariage impliquait en termes de biens communs, l'entreprise, la maison victorienne d'Abrorn, les comptes d'investissement, tout était sujet à partage, rien n'était simple. Mais tout était gérable. Elle expliqua la procédure de dépôt, le calendrier probable, ce que l'avocat de Thaddeus ferait sans doute et comment elle réagirait. « Voulez-vous continuer ? Demanda Adley à la fin. « Oui, répondit Ariadne. La réponse lui vint sans hésitation, ce qui la surprit un peu, puis plus du tout. Alors on déposera la demande lundi. J'aurai besoin de quelques documents avant le week-end. Sushi fit glisser une courte liste sur le bureau. Et une dernière chose, je peux rédiger la pétition cette semaine et vous en faire parvenir une copie par coursier avant samedi. Ce ne sera pas la signification officielle qui suivra les voies hiérarchiques lundi, mais vous aurez un document concret entre vos mains,
un document signé de ma main si vous le souhaitez. Ariadne la regarda. Pourquoi le voudrais-je avant lundi? Adli lui rendit son regard avec l'air de quelqu'un qui avait entendu toutes les versions de chaque histoire et qui n'en portait aucun jugement. Je ne sais pas. Certains clients, si. Ariadne repensa à la réservation au restaurant, à la table pour deux du samedi soir, au type précis de témoin qu'elle souhaitait. Oui, répéta-t-elle, s'il vous plaît. Vendredi matin, Thaddeus partit pour le bureau à l'heure habituelle. Sa veste habituelle, ses adieux habituels. Ce n'était pas vraiment un au revoir, juste une direction et le bruit d'une portière. Elle resta à la fenêtre à regarder sa voiture reculer. Elle resta là après qu'elle eut tourné au coin de la rue. À midi, elle avait fait tout ce dont Adli avait besoin, elle avait scanné 3 ans de relevés de compte, photographié les documents pertinents et tout envoyé par courriel sécurisé. C'était administratif et étrange, comme remplir une déclaration d'impôt pour une vie qu'on était en train de quitter. Cet après-midi-là, elle a rappelé Ri, lui a parlé d'Adli, de la pétition, de samedi. Ri est restée silencieuse un instant. Alors tu vas entrer. Je vais entrer. D'accord. Un autre silence. Alors il faut que tu viennes ce soir, parce qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de faire ça. Et je ne te laisserai pas le découvrir toute seule. Elle faisait ça depuis 4 jours et elle savait que ce n'était pas son comportement habituel de consulter le compte Instagram de Calista Monroe plusieurs fois par jour. Elle le savait. Elle le faisait quand même. Vendredi après-midi, assise dans sa voiture devant le Grey Hall, une impulsion irréfléchie la poussait à aller voir l'endroit. Elle a vérifié à nouveau. Un article publié 40 minutes plus tôt. Juste une vidéo, la main de Calista, avec son fin bracelet en or au poignet, ouvrant une boîte. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie, se trouvait quelque chose de rouge. La vidéo s'est coupée avant que vous puissiez voir ce que c'était. La légende disait « Demain seulement » avec un petit cœur rouge. Ariadne fixa son téléphone. Demain. La climatisation de sa voiture émettait ce bruit de cliquetis caractéristique lorsqu'elle l'avait laissé tourner trop longtemps. Elle l'éteignit. Le silence fut immédiat et total. 7 ans, pensa-t-elle. 7 ans à gérer la situation, à savoir quel vin il préférait, quel client il fallait s'occuper et à anticiper ses humeurs avant même qu'elle ne se transforme en météo. 7 ans à entendre, par des mots et par des sous-entendus, qu'elle n'était plus ce qu'elle était, qu'elle s'éteignait, qu'elle n'était plus qu'un meuble, qu'elle avait 31 ans. Elle resta un instant avec cette pensée. Puis elle démarra. Elle avait un rendez-vous. Rhys vivait dans un appartement au 2e étage d'un immeuble de la rue East Guiney, un de ces bâtiments aménagés dans une ancienne maison de ville dans les années 70 et qui n'avaient jamais vraiment retrouvé leur authenticité. L'escalier sentait le vieux bois et un plat de dîner. La lumière du couloir clignotait depuis 2 ans. Ariadne venait ici depuis si longtemps qu'elle n'y prêtait plus attention. Elle monta simplement les escaliers, frappa 2 fois et attendit. Réouvrit la porte, un verre de vin déjà servi pour chacune. « Asseyez-vous, dit-elle. » Ariadne s'assit. L'appartement était petit et absolument recouvert de livres, empilés sur les étagères, à même le sol à côté des étagères, sur la table basse, certains servant de marque-page. Sur la table de la cuisine, une pile de copies d'étudiants à moitié corrigées, surmontée d'un stylo rouge. Un chat nommé Tommy dormait sur le rebord de la fenêtre, une patte pendante, totalement indifférent à tout. Ariadne lui réexpliqua tout, non pas parce que Ri ignorait, mais parce que le fait de le dire à voix haute, dans le bon ordre, l'aidait à y voir plus clair. La facture d'hôtel, les calculs de Charleston, l'avocat, la requête qui serait déposée lundi, mais qu'Adli rédigeait ce soir-là, une copie brouillonne lui étant remise demain matin. Du vrai papier, une vraie signature. Ri écouta sans interrompre, ce qui n'était pas dans ses habitudes et montrait qu'elle prenait la chose au sérieux. D'accord, dit-elle quand Ariadne eut fini. Alors, tu veux y aller samedi soir. Je veux qu'il ne puisse plus faire semblant. Ariadne fit tourner son verre de vin par le pied, sans boire. Je veux des témoins. Je veux qu'il soit obligé de me regarder devant des gens qui nous connaissent toutes les deux et qui comprennent exactement ce qu'il voit. Je ne veux pas lui crier dessus sur un parking à minuit. Je ne veux pas d'un coup de fil qu'il puisse raccrocher. Elle marqua une pause. Je voulais être quelque part où il ne pourra pas gérer ça. Rhys hocha lentement la tête. Et puis tu pars, et puis je pars. Tu ne restes pas pour voir les conséquences.
Non, je dis ce que j'ai à dire. Je pose les papiers et je sors. Reese la regarda longuement. Puis elle reprit son verre de vin. D'accord, alors il faut qu'on parle de ce que ça implique concrètement, parce qu'il y a une version qui t'aide et une autre qui ne fait que susciter la pitié. Et la différence entre les deux tient entièrement à la façon dont on la vit. C'était précisément pour cela qu'Ariadne était venue. Non pas pour obtenir la permission, mais pour cette précision. Dis-moi la différence, dit-elle. Elles parlèrent pendant 3 heures. Pas de sentiments. Enfin, pas seulement de sentiments, mais surtout de détails pratiques. Ce qu'Ariadne porterait, ce qu'elle dirait, et surtout, ce qu'elle ne dirait pas, où elle se placerait. Quand elle partait, Rie remplissait les 2 verres, et à un moment donné, elle ouvrit une 2e bouteille. Le chat quitta le rebord de la fenêtre pour s'installer sur la coudoir du canapé et les observa toutes les 2 avec cette expression si particulière d'un chat qui avait tout entendu et qui s'abstenait de tout jugement. Ce que tu ne dois surtout pas faire, dit Rie à un moment donné, c'est lui donner la réaction émotionnelle qu'il attend. Si tu arrives en pleurant ou en criant, tu sais comment il est. Il se débrouillera. Il se fera passer pour la femme raisonnable. Et tu seras la femme instable. Et c'est l'histoire que les gens retiennent. Je sais. Alors, tu arrives calme, pas froide. Calme, il y a une différence. Être froide donne l'impression de refouler quelque chose. Être calme donne l'impression d'avoir déjà assimilé la situation. Vraiment ? Ray la regarda. Non, mais tu peux en donner l'impression. Elle posa son verre. Qu'est-ce que tu veux lui dire ? Ariadne réfléchit. Le vin lui éclaircissait les idées au lieu de les brouiller, ce qui arrivait sans doute après des semaines d'angoisse sourde. Je veux qu'il sache que je sais, que je savais, qu'il ne m'a pas trompé. J'ai juste choisi de ne rien dire tant que je n'avais pas quelque chose à y voir. Bien. C'est parfait. Dis-le exactement comme ça. Et puis je pose les papiers et je pars. Et puis tu pars, dit Rie. C'est tout le plan. Le reste, c'est du bruit. Samedi. Ariadne se réveilla à 7 heures et resta immobile un instant, faisant le point sur elle-même comme elle avait pris l'habitude de le faire. Son rythme cardiaque, ses mains, cette sensation d'oppression particulière à la poitrine qui l'accompagnait sans cesse depuis 2 semaines. Stable, tout était stable. Adieu s'était déjà levé. Elle l'entendait bouger dans la salle de bain. Elle ferma les yeux et écouta. La douche, le rasoir électrique, le bruit si particulier de la porte du placard qui grinçait toujours sur la tringle du bas. Elle avait entendu ces bruits des milliers de fois. Elle les percevait différemment maintenant, avec une sorte de précision détachée. Comme on écoute une chanson qu'on s'apprête à arrêter d'écouter pour de bon. Elle se leva. Elle descendit et prépara du café. La machine ronronna, immobile devant la fenêtre de la cuisine, pendant qu'elle infusait le café. Le figuier du jardin avait bien poussé pendant l'été. Il fallait qu'elle s'en occupe. Cela faisait un mois qu'elle comptait appeler quelqu'un. Elle ajouta la chose à sa liste mentale, puis pensa « Je n'aurai plus à faire tout ça très longtemps ». Et elle sentit une sensation complexe l'envahir. Pas tout à fait du soulagement. Quelque chose qui s'en approchait, mais qui n'était pas encore arrivé. Ce soulagement arriva en bas à 8 heures. Il était de bonne humeur. Elle le devinait à sa démarche, légère sur ses appuis, à l'expression de satisfaction qu'il avait quand tout allait bien. Il se versa un café sans faire de remarques sur la cafetière pleine qu'elle avait déjà préparée. « J'ai des choses à faire aujourd'hui, dit-il. Ambiance détendue, temps frais, je serai absent une bonne partie de l'après-midi. D'accord, je ne rentrerai probablement pas avant tard, répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. D'accord, répéta-t-elle. Il la regarda à son tour. Une lueur fugace traversa son visage, une micro-expression. C'était déjà passé. Ça va ? Oui, bien, répondit-elle, juste fatiguée. Il hocha la tête, termina son café et posa la tasse dans l'évier, et non dans le lave-vaisselle, comme il le faisait toujours, ce qui l'avait toujours légèrement agacé. Elle le regarda faire. C'est la dernière fois, pensa-t-elle. Il partit à 20h30. Elle resta à la fenêtre jusqu'à ce que la voiture soit partie. Puis elle monta et commença à se préparer. Elle avait soigneusement réfléchi à sa robe, pas par vanité. Ni même, mais plutôt à ce qu'une personne communique avant même d'avoir prononcé un mot.
Ri avait raison sur ce point. Tout dépendrait de son entrée. La robe devait exprimer quelque chose de précis, pas un « regardez-moi », pas un « j'essaie ». Quelque chose de plus naturel, comme « j'ai toujours été comme ça ». Elle avait une robe achetée 18 mois plus tôt pour un vernissage auquel elle n'avait finalement pas assisté. Vert foncé, cintré au niveau du buste. Simple. Elle l'avait accrochée au fond de son placard sans y penser. Elle n'y pensait plus depuis. Elle l'avait essayé ce matin et était restée longtemps devant le miroir. C'était parfait. Elle le savait, comme on le sait parfois, tout simplement. Elle s'était coiffée comme avant son mariage, les cheveux lâchés avec un peu de texture, comme ils retombaient naturellement. Elle avait opté pour un maquillage léger. Elle avait passé plus de temps que prévu à choisir ses chaussures, restant dans le dressing à examiner les modèles, et avait finalement choisi un petit talon avec lequel elle pouvait marcher. Il y avait quelque chose de pratique dans ce choix qui lui semblait important. Elle ne jouait pas un rôle. Elle arrivait. L'enveloppe du cabinet d'Adlie Burke était arrivée ce matin-là, déposée sur le perron par le coursier alors qu'elle était encore en pyjama. Elle l'avait ramassée et tenue un instant avant de la rentrer. Une épaisse enveloppe couleur crème, le nom du cabinet d'Adlie en relief dans un coin. À l'intérieur, une lettre d'accompagnement et la requête rédigée et signée, pas encore officiellement signifiée, qui suivrait la procédure lundi, mais bien réelle. Un document qui stipulait, dans les termes précis du droit familial de Géorgie, qu'Ariadne Whitlock était déclarée morte. Elle le posa sur la table de la cuisine. À 16 heures, elle prit la voiture pour aller chez Riz et ils restèrent assis dans l'appartement pendant 2 heures, sans trop parler, simplement ensemble, comme on le fait avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Tommy dormait. Riz prépara du thé. Aucun des deux ne le termina. À un moment donné, Ariadne regarda ses mains et elles étaient complètement immobiles, ce qui la surprit. « Comment vas-tu » demanda Riz. « Je crois que ça va » répondit Ariadne, et elle le pensait vraiment. À 18 heures, elle prit l'enveloppe sur la table de la cuisine et la mit dans son sac. « Tu n'as pas besoin d'en dire beaucoup » dit Riz à la porte. « Tu le sais, n'est-ce pas ? Tu peux presque ne rien dire et ça marchera quand même. »« Je sais. Appelle-moi quand tu seras sorti. »« Je le ferai. » Elle descendit le couloir éclairé par les lumières scintillantes, puis les escaliers, et sortit dans la soirée de septembre, qui commençait enfin à peine à se rafraîchir. Sa voiture était garée dans la rue. Le train d'atterrissage était à 8 minutes. Elle resta un instant assise au volant, moteur éteint. Elle repensa à sa première rencontre avec Thaddeus, à cette galerie de Johann Street, à la façon dont il l'avait regardée, comme si elle était un objet d'étude. Elle repensa à la première année, qui avait été vraiment merveilleuse. Elle repensa à la lente dégradation des années suivantes, aux remarques qu'il avait rongées, à la version d'elle-même qu'elle avait cessé d'être si graduellement qu'elle ne s'en était presque pas rendue compte. Elle pensa à une femme portant un bracelet en or qui ouvrait une boîte. Demain, aujourd'hui, maintenant. Elle démarra la voiture. Les phares, elle s'engagea sur East Gwinnett et prit la direction de Bull Street, vers ce quartier tranquille avec sa grille en fer et son panneau discret. L'enveloppe était dans son sac, sur le siège passager. Les mains sur le volant, elle conduisait prudemment. Le Grey Hall était plein à craquer ce samedi soir. C'était ça, Savannah, une petite ville, donc les bons restaurants étaient toujours bondés, et on y croisait forcément quelqu'un. Ariadne avait compté là-dessus. Elle y avait pensé précisément pendant ces 3 heures passées chez Rizes, vendredi soir. Le Grey Hall, un samedi de septembre, serait fréquenté par des habitués, des gens qui connaissaient Thaddeus grâce à la chambre de commerce, au projet de réaménagement du quartier historique, au vaste réseau social de cette ville où les familles se connaissaient depuis 3 générations. Elle se gara sur Bull Street et resta assise 30 secondes, sans chercher à se reprendre. Plus besoin de ça, juste savourer l'instant, l'enregistrer. Puis elle sortit de la voiture. La soirée s'était rafraîchie, devenant presque supportable. La mousse espagnole ondulait dans les chênes bordant le trottoir. La grille en fer forgé qui entourait le restaurant était éclairée par en dessous, comme toujours, ce qui conférait à l'entrée un côté légèrement théâtral qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Elle franchit le portail, prit une grande inspiration devant la porte, puis la poussa. Le pupitre d'accueil se trouvait juste à l'intérieur. Une jeune femme, les cheveux tirés en arrière, leva les yeux et afficha le sourire automatique de celles qui sont formées pour mettre tout le monde à l'aise. « Avez-vous une réservation ? » « Non,
répondit Ariadne. Je rejoins quelqu'un. Elle n'attendit pas. Elle passa devant le pupitre comme on traverse une pièce en sachant exactement où l'on va, ce qui était son cas puisqu'elle avait déjà mangé ici et se souvenait de la disposition. La salle principale avec le bar, puis la marche qui descendait vers la salle à manger, plus longue qu'elle n'y paraissait de l'extérieur, avec son éclairage tamisé et ses tables rondes suffisamment espacées pour que les conversations ne portent pas. Elle l'entendit avant de le voir. Ce rire si particulier qu'il utilisait lorsqu'il jouait la carte de l'aisance. Trop plein, un peu trop fort, et le bruit venait de l'extérieur. Elle l'avait entendu à des centaines de dîners. Elle le reconnaissait comme on reconnaît le bruit caractéristique d'une voiture dont le pot d'échappement a un problème. Elle descendit la marche menant à la salle à manger principale. Il était assis à une table près de la fenêtre du fond. Une bonne table. Il avait toujours de bonnes tables. Il savait qui appeler. Ils étaient 6 en tout. Thaddeus en bout de table, Calista à ses côtés, et autour de 4 autres personnes qu'elle reconnaissait plus ou moins. Et Donovan, agent immobilier, dont la femme, Ariadne, avait assisté à une fête prénatale 2 ans auparavant. Finn Lawson, un des plus vieux amis de Thaddeus, qui était présent à leur mariage. La petite amie de Finn, dont le nom lui échappait, et un couple qu'elle ne connaissait pas. Calista portait du rouge. Bien sûr, une robe rouge à épaules dénudées, avec un fin bracelet en or au poignet. Elle riait de quelque chose que Thaddeus venait de dire, la main posée sur son bras, sur la table. Sans aucune subtilité, comme si le but était d'être vu. Ariadne la regarda un instant. Elle la regarda vraiment comme elle ne s'était jamais permis de le faire auparavant. Calista était belle, d'une beauté authentique, sans artifice. Elle avait cette aisance naturelle, celle de quelqu'un à qui on a toujours dit que les pièces se réorganisaient d'elles-mêmes. Et peut-être que c'était vrai. Elle avait 29 ans et elle riait dans un restaurant, vêtue d'une robe rouge. Et elle était persuadée qu'Ariadne avait compris qu'elle avait gagné quelque chose. Elle n'avait pas encore compris ce qu'elle avait réellement obtenu. Ariadne s'arrêta à environ 5 mètres de la table. Elle n'avait pas besoin de s'approcher davantage. La salle était suffisamment calme. Il fallait qu'elle puisse voir la ligne de touche avant d'arriver à table. Ainsi, le moment de la reconnaissance se déroula d'abord à distance. Impossible donc de l'intercepter ou de le gérer en privé. C'est Finn qui la vit en premier. Elle observa son visage passer par 3 émotions en 2 secondes à peine. La reconnaissance, la confusion, puis l'alarme particulière de quelqu'un qui comprenait parfaitement ce qui se passait et qui ne savait pas quoi faire de cette information. Son regard passa d'Ariadne à Thaddeus, puis revint à Ariadne. Thaddeus se retourna. Elle avait beaucoup pensé à ce moment, imaginé différentes expressions de son visage, sur la défensive, coupable, cette froideur impassible qu'il arborait lorsqu'il était acculé. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est qu'il paraisse, ne serait-ce qu'une seconde, véritablement effrayé, non pas par elle, mais par la pièce, par le fait que la pièce l'observait. Bien, pensa-t-elle. C'est exactement ça. Elle s'approcha de la table, calme, d'une démarche qu'elle avait mûrie sans la répéter. Certaines choses puisent leur force dans une source plus inébranlable que la préparation. Ariadne. Sa voix était basse. Il maîtrisait déjà la situation. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle d'un ton égal. Pas fort. Elle n'avait pas besoin de parler fort. Le silence s'était installé à table, ce qui signifiait que les tables voisines commençaient elles aussi à se taire. L'effet d'entraînement dans la pièce, comme si quelque chose de sérieux se passait. Je ne suis pas là pour faire des histoires. Elle fouilla dans son sac, sortit l'enveloppe et la posa sur la table devant lui. Il la regarda, puis la regarda. Qu'est-ce que c'est ? Ça vient du cabinet d'Adley Burke, avocate spécialisée en droit de la famille, rue Barnard. Elle garda le même ton de voix. Vous voudrez la lire attentivement. Vous aurez des décisions à prendre dans les 30 prochains jours. Finn Lawson fixait la nappe. Et Donovan avait reculé sa chaise d'environ 5 centimètres. Calista était devenue complètement immobile. Son sourire avait complètement disparu, sans être remplacé par quoi que ce soit d'autre, son visage attendait simplement de comprendre ce qui se passait. Thaddeus n'avait pas touché à l'enveloppe. Je crois qu'il commença. Je n'ai pas fini, ce n'est pas précis, juste clair. Je suis au courant depuis un moment pour l'hôtel à Charleston, pour les transferts Venmo que j'ai trouvés cette semaine et pour le compte joint. Elle jeta un coup d'œil à Calista pendant une fraction de seconde.
Tout était ramené à lui. Il me fallait juste décider quoi faire de mes connaissances, et c'est fait. Un silence total régnait à table. Derrière elle, un serveur s'était immobilisé. Le visage de Thaddeus avait pris cette expression qu'elle avait toujours détestée, la mâchoire crispée, le regard vide, ce changement d'attitude qui survenait lorsqu'il comprenait qu'il ne pourrait pas gérer une situation et se durcissait. « Tu te ridiculises, dit-il d'une voix calme, sur ce ton qu'elle connaissait, celui qui était fait pour la faire douter de tout. L'effet n'était plus le même. J'y ai réfléchi, répondit-elle. J'ai décidé que ça me convenait. Elle le regarda un instant. Un regard qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, comme s'il était une silhouette lointaine qu'elle apercevait enfin clairement. Bon appétit. Elle se retourna. Elle traversa la salle à manger par où elle était entrée. Elle ne jeta plus un regard à Calista en sortant, mais juste avant de se retourner, elle avait perçu quelque chose. Une expression inattendue traversa le visage de Calista. Pas vraiment de la gêne, plutôt une forme de reconnaissance, le regard particulier de quelqu'un qui venait de comprendre, peut-être pour la première fois, que l'histoire qu'elle s'était racontée avait une toute autre dimension. Que la femme qu'elle avait imaginée, ses meubles défraîchis, déjà à moitié disparus, était entrée dans ce restaurant en robe verte, avait déposé un document légal sans hausser la voix, et s'en allait maintenant. Il y avait presque du respect dans ce regard. Presque. Pas tout à fait. Ariane franchit la porte. Dehors, la mousse espagnole s'agitait. La grille en fer était toujours éclairée par en dessous. La rue était la même. Elle rejoignit sa voiture, monta dedans et ferma la portière. Elle resta assise. Ses mains tremblaient. Pas beaucoup, juste un léger tremblement, comme après une montée d'adrénaline. Elle les pressa contre ses cuisses et respira profondément. Son téléphone vibra. Elle le regarda. Ri, alors, comment ça s'est passé? Elle fixa le message un instant, commença à taper, s'arrêta, puis reprit. Bien, écrivit-elle. Je crois. Appelle-moi dans 20 minutes. Elle posa le téléphone sur le siège passager. À travers le pare-brise, elle aperçut la porte du restaurant éclairée et silencieuse. Personne ne sortit. Elle ne s'y attendait pas. Tata n'était pas du genre à courir après les gens. Il était plutôt du genre à se replier, à se regrouper et à revenir plus tard avec une stratégie. Et elle avait Adley Burke pour ça, elle était prête. Elle repensa au visage de Finn Lawson. À la façon dont Donovan avait reculé sa chaise de 5 centimètres. La salle avait compris. C'était ce dont elle n'était pas tout à fait sûre jusqu'à présent. Ils avaient compris ce qu'ils regardaient et ils s'en souviendraient. Et dans une ville de cette taille, ça comptait. Elle démarra. Derrière elle, quelque part sur Bull Street, une alarme de voiture retentit puis s'arrêta. Elle s'engagea sur la route. Le divorce avait duré 8 mois. Pas 8 mois dramatiques. Pas de scène de tribunal, pas de cris autour d'une table de conférence. Surtout de la paperasse. Des échanges de courriels entre Adley Burke et l'avocat de Thaddeus, un certain Garrett Cole, qui avait un bureau en centre-ville et la réputation d'être un négociateur difficile ou ce qui était vrai, Adley s'y attendait, et cela n'a finalement rien changé à l'issue. Malgré les promesses que Garrett avait apparemment faites à Thaddeus. Il y a eu 3 séances de médiation dans une pièce beige de la rue Drayton, avec un café imbuvable et un médiateur qui parlait d'un ton posé, comme quelqu'un qui avait absorbé une quantité incroyable des pires moments des autres. Ariane avait apporté un bloc-notes à chaque séance, prenait des notes en marge, posait des questions quand c'était nécessaire et restait silencieuse le reste du temps. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle se taise. Elle le voyait bien à la façon dont il la regardait de l'autre côté de la table, attendant l'explosion émotionnelle qui lui permettrait de présenter toute l'affaire comme une preuve de son instabilité. Elle n'y est jamais allée. Après la 2e séance, son avocat a commencé à le regarder différemment. Elle l'a remarqué aussi. Elle a quitté l'appartement. En octobre, elle avait quitté sa maison de Buron Street pour un appartement en location sur East Jones, qu'une collègue de Reese venait de quitter. Il était plus petit, beaucoup plus petit. Un 2 pièces avec une cuisine baignée de soleil le matin et une salle de bain où le carrelage avait un petit défaut qu'elle ne parvenait pas à identifier, mais qu'elle trouvait étrangement charmant. Elle avait acheté une cafetière silencieuse. Elle l'avait choisie précisément pour son silence, et chaque matin, lorsqu'elle fonctionnait sans broncher, elle éprouvait une satisfaction qu'elle a fini par qualifier de disproportionnée, et qu'elle estimait bien méritée.
Elle avait emporté le tableau qu'elle adorait, les livres, la vaisselle de sa grand-mère. Elle avait laissé le reste. La nouvelle se répandit comme toujours à Savannah, vite, de manière détournée, et sous couvert d'inquiétude. Le mardi, après le dîner chez les Gray, Finn Lawson avait appelé sa femme, qui avait appelé 2 personnes, lesquelles en avaient chacune appelé 2 autres. Ariane le savait parce que Ri le lui avait dit, et parce qu'elle le percevait au léger changement dans la façon dont les gens interagissaient avec Thaddeus lors des événements auxquels il assistait encore, des poignées de main plus froides, des invitations qui ne venaient plus de certains foyers. La façon dont les conversations se déroulaient lorsqu'ils s'approchaient. Rien de public, rien de dit ouvertement, juste l'atmosphère sociale d'une communauté qui se réajustait discrètement. Et Donovan, qui était à cette table, cessa de répondre aux appels de Thaddeus concernant le projet de développement Foreside dont ils discutaient depuis des mois. L'assistante de laissa un message vocal, disant qu'il avait décidé de prendre une autre direction. Thaddeus avait passé 3 mois à peaufiner cet accord. Elle l'apprit par Finn, qui était mal à l'aise face à toute cette situation, comme le sont les gens bien lorsqu'ils réalisent qu'ils ont dîné avec la trahison d'autrui sans le savoir. Il appela Ariane 2 fois. Une fois pour s'excuser, une autre fois pour dire qu'il n'en avait aucune idée, ce qu'il croyait les 2 fois. Elle lui avait dit que ce n'était pas sa faute et elle le pensait vraiment. Calista Monroe a tenu environ 6 semaines après la disparition de Thaddeus. Ariane ignorait les détails et ne souhaitait pas particulièrement les connaître. Ce qu'elle savait, c'était ce que Ri lui avait dit en novembre, d'après une personne travaillant dans le même immeuble que l'agence événementielle de Calista. Calista avait cessé de parler de Thaddeus, son nom n'était plus évoqué. Et il y avait apparemment eu une conversation très désagréable entre elles. Elle y repensait parfois, sans grande satisfaction, pour quelque chose de plus complexe. Elle avait vu le visage de Calista juste avant qu'elle ne parte. Cette lueur, un peu comme du respect, mais presque. Elle se demandait si, d'une manière ou d'une autre, Calista avait vraiment cru à l'histoire qu'elle vivait, quelle était l'exception, que sa relation avec Thaddeus était différente de celle qu'il avait avec Ariadne. Qu'elle avait vu en lui quelque chose qui valait la peine d'être désiré. Peut-être. C'était peut-être là le plus triste. Ce que Calista avait mal évalué, ce qu'elles avaient toutes deux mal interprété à leur manière, c'était la véritable nature de Thaddeus une fois la façade vacillante. Le charme, l'attention, les dîners dans de bons restaurants, tout cela reposait sur une énergie particulière. L'énergie d'être caché, d'être choisi, d'être le secret qui comptait plus que la vie elle-même. Après l'épisode du hibou gris, après que Savannah ait su et que le prix social soit devenu réel, il ne restait plus que l'homme. Difficile, vaniteux, le genre d'homme qui disait aux femmes qu'elles s'estompaient et appelait cela de l'honnêteté. Le fin bracelet en or a disparu du compte Instagram de Calista fin octobre. Ariadne l'a remarqué. Elle s'est autorisée à le remarquer. Le jugement de divorce définitif est tombé un jeudi d'avril. Adli a appelé à 11h du matin. Ariadne était au travail. Elle avait repris ce qu'elle avait toujours fait discrètement avec talent et avait accepté un poste de rédactrice pour une petite revue d'architecture et de design basée à Atlanta, qui lui permettait de travailler à distance. Ce n'était pas glamour. Le salaire, combiné à la pension alimentaire, lui suffisait pour s'en sortir. Elle aimait son travail. Elle aimait exceller dans un domaine qui lui appartenait de façon visible et mesurable. C'est fait, dit Adli. Un document officiel a été déposé. Vous aurez des copies d'ici la fin de la journée. D'accord, dit Ariadne. Tu as bien travaillé. Je voulais que tu le saches. Tu as bien travaillé, répéta Ariadne. Je suis juste arrivée. Elle raccrocha, s'assit à son bureau, le petit près de la fenêtre baigné par la douce lumière du matin, et contempla un instant East Jones. Le mois d'avril à Savannah était d'une beauté saisissante. Les Aelas, fidèles à leur réputation annuelle, longeaient chaque clôture, l'air encore léger. Une femme promenait son chien devant la fenêtre. Un enfant à vélo traversa le passage piéton en titubant. Elle se prépara un café. Se rassit, envoya à Harry un simple SMS, c'est fait. Ray répondit en 11 secondes. Dîner ce soir. Non négociable. Elle sourit, posa son téléphone face contre table et retourna travailler. Thaddeus ne s'effondra pas de façon spectaculaire dans les mois qui suivirent. Elle s'était préparée à l'éventualité qu'il aille bien. Certaines personnes l'étaient parce que le monde RLD était parfois indifférent à ce que les gens méritaient. Mais ce qui s'est produit fut plus progressif et, d'une certaine manière,
plus complet qu'un effondrement. Il s'est replié sur lui-même. Pas financièrement. Sa situation financière était toujours bonne. Le règlement avait été équitable et l'entreprise avait continué. Mais socialement, la savane qu'il avait traversée avec tant d'aisance, les dîners mondains, les projets immobiliers, et l'assurance particulière d'un homme qui se croyait respecté, tout cela s'est estompé. Les foyers qui avaient discrètement fermé leurs portes sont restés fermés. Les Donovan de son monde avaient tourné la page. Elle apprit par Finn que Thaddeus fréquentait quelqu'un. Elle ignorait qui. Elle se rendit compte que cela lui était indifférent, ce qui la surprit d'abord, puis ne la surprit plus. S'intéresser à quelqu'un exigeait une proximité qu'elle n'avait plus. La maison victorienne d'Abrorn fut mise en vente à l'automne. Elle passa devant en voiture une fois, par inadvertance. Elle était simplement sur son chemin et aperçut le panneau « À vendre ». Elle s'arrêta un instant au bout de la rue et contempla la véranda qui entourait la maison, les hautes fenêtres, le jardin qu'elle avait cultivé pendant des années. Puis elle eut un rendez-vous et s'y rendit. Kate May fin octobre était méconnaissable par rapport à Kate May en juillet. En juillet, c'était une foule de familles avec des poussettes, des files d'attente pour les glaces et tous les restaurants affichés complets. En octobre, la foule s'était clairsemée, ne laissant place qu'à ceux qui avaient réellement envie d'être là. Ceux qui appréciaient la lumière froide de l'Atlantique, la plage déserte et le calme si particulier d'une station balnéaire hors saison. La plupart des maisons du front de mer étaient fermées. Celle qu'Ariadne avait louée pour 2 semaines était petite et jaune, avec une véranda donnant sur l'eau qui grinçait sous ses pas, et une cuisine qui sentait le cèdre des vieux tiroirs. Elle était arrivée 6 mois après son divorce, assez loin pour l'apercevoir de loin, assez près pour être encore, d'une certaine manière, en pleine transition. Elle se levait tôt presque tous les matins, plus tôt que nécessaire, plus tôt qu'elle n'en avait la moindre raison, préparait son café et l'emportait sur la véranda. L'océan, fin octobre, avait un son différent de celui de l'été, moins bruyant, plus authentique. Assise sur la chaise en bois un peu trop basse, elle serrait sa tasse à 2 mains et contemplait l'eau. Elle n'allait pas mieux. Elle aurait voulu être claire avec elle-même, guérie. Elle savait que ça ne fonctionnait pas comme ça. Pas comme dans les films, où une femme se tient sur une plage, vêtue d'un beau manteau, et où les fils se tendent et la voilà guérie. Il lui arrivait encore de passer de mauvaises nuits. Il lui arrivait encore de se surprendre à faire le bilan des années, des commentaires, du coup, longs et précis, d'avoir entendu dire qu'elle valait moins qu'elle ne valait, si longtemps qu'elle avait fini par le croire. Elle suivait toujours une thérapie, commencée en septembre, un processus long, dont elle était heureuse d'avoir fait la démarche. Mais voici une autre vérité. Elle dormait profondément, ne se réveillant presque jamais à 3 heures du matin pour guetter une voiture dans l'allée. Elle mangeait de vrais repas, pas des pâtes, debout au comptoir. Cela faisait 3 semaines qu'elle n'avait pas consulté Instagram. Elle écrivait, des petites choses personnelles qu'elle n'avait encore confiées à personne et dont elle n'était pas sûre de parler un jour, mais elles existaient désormais, là où elles n'avaient jamais existé auparavant. Et cela lui semblait être la preuve de quelque chose qu'elle ne parvenait pas encore à nommer, mais qu'elle comptait bien découvrir. Un matin, elle se réveilla, s'allongea dans le lit loué et fit le point. Cette habitude qu'elle avait prise, ce besoin de se recentrer sur elle-même comme elle ne l'avait jamais fait auparavant, lui fit réaliser que cette oppression sur sa poitrine, cette sensation qui l'habitait depuis 2 ans, avait disparu, non pas atténuée, mais bel et bien disparu. Elle posa sa main à plat sur son sternum et sentit simplement son propre cœur battre, ordinaire et régulier, et resta ainsi un instant. Elle n'était pas heureuse comme on entendait le bonheur quand on le présentait comme une évidence. Elle était plus que cela, quelque chose de plus profond, quelque chose pour lequel elle cherchait encore les mots justes. Elle emporta son café sur la véranda. L'Atlantique suivait son cours. Un peu plus loin sur la plage, un bécasseau suivait la ligne de marée, rapide et précis, complètement absorbé par sa tâche. L'air était imprégné d'une odeur de sel, de froid et d'une pureté sous-jacente. La véranda grinça. Elle repensa à elle-même un an plus tôt, debout dans cette cuisine de Savannah, regardant une cafetière rendre l'âme, essayant de faire bonne figure, se faisant toute petite pour s'adapter à une vie qui, depuis longtemps, ne lui correspondait plus. Et elle repensa à cette fois où elle était assise là, maintenant, sur une chaise trop basse, sur une véranda louée, sur une plage déserte, sans but précis, sans rien à gérer, avec un café enfin chaud. Elle n'était pas arrivée dans un lieu grandiose. Elle était arrivée là, ce matin. Cette véranda, ce calme ordinaire et agréable. C'était suffisant, plus que suffisant.
Elle ramena ses genoux contre sa poitrine et contempla l'eau. Le bécasseau disparut derrière la pointe. Elle resta là jusqu'à ce que son café soit terminé. Il existe une version de cette histoire que beaucoup de gens connaissent grâce à l'intérieur. L'érosion lente, les commentaires qui tombent à pic et blessent profondément, les années à faire tourner la machine pour quelqu'un qui a fini par ne plus rien voir. Si vous avez déjà vécu cette situation, celle où vous savez déjà, mais où vous attendez encore d'en être sûr, ce témoignage est pour vous. Une question, et je vous invite à y réfléchir honnêtement, qu'auriez-vous eu besoin d'entendre à ce moment-là pour avoir confiance et savoir que vous vous en sortiriez ? Merci d'avoir regardé. Vos commentaires sont essentiels à notre travail. N'hésitez donc pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez et d'où vous nous regardez. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire. Votre participation est cruciale pour la poursuite de notre travail. Partagez donc cette histoire avec tous ceux qui pourraient l'apprécier.